Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos avec vous. Aujourd'hui, rien moins qu'une histoire générale de l'humanité, revue et corrigée par mes soins, une histoire vue sous l'angle de la petite bactérie qui nous embête. Eh oui, l'homme n'aurait jamais dû descendre de l'arbre dans lequel il avait pris l'habitude de faire le singe. Alors on ne va pas se lamenter sur le passé, ce qui est fait d'une part. Et puisque nous voilà lancés de plein pied d'autre part, eh bien il s'agit d'essayer de se repérer correctement dans notre nouvel environnement. Alors cet Homo erectus, ce bipède érectile, aussi aventureux qu'imprévoyant, s'est donc redressé pour voir un petit peu mieux. Alors ce faisant, il porte haut au-dessus du sol la protubérance nerveuse de son encéphale et il peut la tourner de tous les côtés. L'organe de la vue lui devient essentiel car cela lui permet de sentir de loin ce qui se passe, de loin et donc longtemps à l'avance. Il peut voir et il peut aussi prévoir. Pas de jambes rapides comme les quadrupèdes, pas de bras puissants, pas de crocs dangereux, pas de griffes, pas de dards, pas grand-chose à la vérité pour assurer sa propre survie, si ce n'est cette protubérance nerveuse qu'il met en réseau via le langage et qu'il stimule préférentiellement par la vue, qui, si elle ne lui assure pas la maîtrise sur ses concurrents, lui donne une connaissance supérieure du territoire sur lequel évoluent ses proies et ses prédateurs, et donc une capacité de prédiction inédite de leurs mouvements, une science de leurs déplacements, un art de leur échapper ou de fondre sur eux. Il est inexact en fait de dire que l'homme est parvenu au sommet de l'échelle de l'évolution. Non, parce que cet être peu doté par la nature s'est simplement avisé qu'au lieu de s'évertuer à grimper en haut, eh bien, il pouvait tout simplement posséder l'échelle elle-même, ainsi que tous ses échelons. Et ce coup de maître ne l'a pourtant pas rendu plus intelligent pour autant, puisque quelques millions d'années plus tard, il fait une autre bourde historique qui pourra lui coûter très cher un jour, en décidant de s'établir de façon permanente à titre sédentaire et en groupe sur des lopins de terre fertile. La grande couillonnade du néolithique, le grand bond en avant. Le grand bond en avant, ça a surtout d'abord été un grand bond dans le caca. Eh oui, parce que les sédentaires font tout sur place, y compris leurs besoins. Et ensuite, ils restent au même endroit. Et quand en plus ils domestiquent les animaux sauvages, les chiens, les chats, les chèvres, les bœufs, les porcs, eh ben je ne vous explique pas la quantité d'excréments dans laquelle devaient patauger ces premiers braves paysans. Eh oui, des conditions d'hygiène vraiment épouvantables, des infections, des épidémies à répétition. La grande avancée de la civilisation qu'on nous vend là sur le néolithique s'est surtout traduite à ce moment-là par une mortalité pléthorique. Et alors, qu'est-ce qui les a poussés, génération après génération, siècle après siècle, à retenter encore et toujours l'expérience dans laquelle avaient péri la plupart de leurs prédécesseurs? Ça reste en grande partie mystérieux. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas, comme le veut une certaine vulgate, en vertu des bénéfices et du confort qu'ils en retiraient. Éventuellement, après cet holocauste initial, les Mésopotamiens, puisque c'est là-bas que tout a commencé, ont commencé à développer certaines résistances aux bactéries fatales. Alors la théorie bactériologique est d'ailleurs bien plus apte à expliquer leur survie et leur prospérité que je ne sais quel bénéfice que l'agriculture leur aurait apporté en termes de quantité de production ou de capacité à faire des réserves, ou que sais-je encore. Parce que lorsqu'ils n'étaient pas décimés par des épidémies, ces forçats de la terre devaient bien sûr aussi se retrouver la proie toute désignée des tribus restées nomades aux alentours. Eh bien oui. Et ces nomades devaient se dire aussi une chose bien simple, c'est que rien ne sert
ne servait de les harceler tout le temps, ces sédentaires. Il n'est qu'à laisser pousser le blé, vous vaquez à vos occupations un petit peu, là, vous nomadisez, et puis quand le temps est venu, quand les moissons sont faites, banco, vous fondez sur eux. Il n'y a pas à se crever la paillasse pour mener la grande vie. Il faut juste être un peu malin, voilà. Et on peut même être plus malin encore que ça. Eh oui, parce que les conditions objectives du néolithique produisent la guerre et le pillage, donc, mais elles produisent également l'esclavage. Double grand bond en avant, avec salto et réception sur ses deux pieds, on essaye. Plutôt que de détruire les sédentaires dans leur raid, donc, les nomades peuvent trouver plus avantageux de les assujettir, c'est-à-dire de leur prélever l'impôt, tout en préservant leur capacité productive. Il est possible, en échange de ça, d'avoir à donner une contrepartie, comme la garantie de stabilité, la protection militaire contre d'autres tribus nomades attirées par l'éventuelle renommée des céréales domestiques ou plus certainement par la concentration de belles femmes en un si petit espace. Eh oui, alors les chefs nomades qui ont vandalisé et puis vassalisé les sédentaires peuvent se lisser les moustaches, se gratter le ventre et en taper 5 avec leurs potes. Qu'ils se prélassent dans le contentement de leur force physique et de leur finesse intellectuelle que cette toute récente victoire vient de leur assurer. Car cela ne va guère durer. Et oui, c'est sans compter en effet sur ces petits êtres microscopiques, invisibles à l'œil nu, que sont les bactéries, auxquelles les bouseux sédentaires sont devenus résistants, mais face à quoi les fiers nomades sont complètement démunis. Il aurait fallu les tuer, tous, et continuer son chemin, comme les Mongols ont fait à une certaine époque. Parce que tout contact un peu prolongé avec eux, avec ces sédentaires-là résistants, même sous les auspices de l'allégeance, n'est qu'une occasion de partager leur miasme et d'y succomber. Les nomades, qui survivent après le néolithique, sont ceux qui s'isolent sanitairement des sédentaires ou des nomades en contact avec les sédentaires. Eh oui. Voilà ce qui explique le succès planétaire de ce mode de vie bien curieux, qui consiste à rester au même endroit avec les siens la majeure partie de l'existence, à gratter la terre, à y mettre ses morts, à se faire des dieux avec de la boue, à ériger autour et au-dessus de soi des abris de terre, à faire la guerre pour défendre tout ça, et à faire des enfants pour qu'ils vivent là-dedans, sagement. Eh oui. Parce que l'histoire bactériologique invisible du néolithique a aussi connu un dernier flamboiement, il n'y a pas si longtemps, en 1492 très précisément. Et oui, lorsque les sédentaires immunisés sont entrés au contact de ceux qui avaient passé le détroit de Bering bien longtemps avant et qui n'avaient donc jamais été, eux, baignés dans cette concentration de bactéries mortelles. Quelques centaines de cavaliers espagnols qui défont deux gigantesques empires, les Aztèques et les Incas. Bon, je veux bien qu'ils aient eu le cheval, je veux bien qu'ils aient eu des armures en fer, des armes à feu. Je veux bien que les autres aient flippé complètement, là, croyant avoir affaire à des êtres surnaturels, à des êtres divins. Mais enfin, tout de même, Hernán Cortés et Francisco Pizarro avaient surtout un atout maître, une arme fatale dans leur jeu, la variole. Les autres sont tombés comme des mouches. Bah oui, fin de l'histoire précolombienne. On passe à autre chose. Parce qu'avec une hostie pareille, la messe est dite en 2 coups de cuillère à peau. Alors, la conclusion de tout ça, là où je voulais en venir par ce long détour, est qu'il faut absolument vous faire vacciner. Eh oui, vous les voyez pas ces bactéries, mais Pasteur les a vues, lui. Avec 11 vaccins qui sont obligatoires, et ils sont obligatoires parce qu'ils sont nécessaires. Et c'est vrai qu'accessoirement, ils ramènent un paxon à ceux qui financent la publicité, qui nous le dit qu'ils sont nécessaires. Mais ne faisons pas de mauvais esprit. Car si jamais il advenait que vous en vinciez à choper une ch'touille à cause d'éventuelles cochonneries possiblement contenues dans ces vaccins obligatoires, eh bien ces mêmes personnes vous proposeraient un traitement pour venir à bout de cette petite avanie microscopique. Traitement un peu onéreux peut-être, il est vrai, mais qui vous maintiendrait malade assez longtemps pour que les bénéfices cumulés au cours du temps soient tout à fait considérables. Quand quelqu'un est assis sur une mine d'or, on ne va pas croire sérieusement qu'il va nous donner les moyens de l'en déloger. Alors je tiens juste à saluer ici mes sponsors, que sont les grands laboratoires pharmaceutiques d'un côté, avec de l'autre les groupes de presse. Et je profite d'ailleurs de la tribune qu'ils m'offrent ici si gentiment pour lancer un appel à d'autres sponsors afin d'asseoir un peu mieux l'assiette de mon financement. J'ai nommé les grands équipementiers, les marchands d'armes, les constructeurs automobiles ou le BTP, que sais-je encore. Vous savez, moi je suis pas très difficile, je bouffe à tous les râteliers.
Non, sérieux pour le coup, hein, pour de vrai. Ce serait pas du luxe que j'ai un peu de laine à me mettre sur le rable en hiver. Alors certes, je vous le dis ici en avant-première, je suis en train d'écrire un bouquin, hein. Je vous en parlerai un peu plus tard, un peu plus en détail par la suite. Mais il y a peu de chances que ce soit ça qui me donne le beefsteak, hein. En revanche, j'ai entendu parler de tous ces financements bénévoles, là, ces plateformes, genre Tipeee par exemple, et consorts, hein, qui donnent des ailes aux générosités éloignées. Et moi, j'aurais bien besoin d'une générosité éloignée. Alors je suis tenté, j'aimerais un peu de retour de votre part, mes chers auditeurs, si vous avez des infos à partager, des expériences à partager, eh bien allez-y, ne vous privez pas. Et puis d'ailleurs, puisqu'il est question de partager, hein, et de partager des bactéries et tout ça, n'hésitez pas à viraliser cette vidéo, hein. Ce serait l'occasion d'allier ici la théorie et la pratique. En attendant, mes amis, portez-vous bien et pour vous prévenir des maladies, surtout en hiver, rien de tel aussi que les produits de la ruche, hein. Propolis, gelée royale et culture, parce que la culture, c'est de la vie.